Bonsoir, merci d'assister à ce live Studyrama consacré ce soir au réseau EGC et à la procédure APB. Pour en parler, nous recevons ce soir Marie-Claude Pastureau. Vous êtes directrice déléguée adjointe du réseau EGC et directrice de l'EGC Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions de nos internautes et de la rédaction. Merci de nous recevoir. Alors le réseau EGC n'est pas un réseau récent, c'est un programme ancien, post-Bac plus 3, qui a quelques années d'existence. Ah oui, le réseau EGC a quelques années d'existence, puisqu'on a dénombré maintenant à peu près une trentaine d'années d'existence. Et c'est un réseau qui a bien évolué, puisqu'à l'époque de sa création, les programmes étaient souvent proposés en 2 ans et ont très vite évolué vers 3 ans de formation, ce qui était relativement nouveau, puisqu'on était bien avant la réforme LMD. Donc aujourd'hui, le réseau EGC École de Gestion et de Commerce, est un réseau de 26 campus, un groupe de 26 campus qui existe en France hexagonale et également dans les DOM-TOM, puisqu'il y a une école à La Réunion, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et à la Martinique. Alors aujourd'hui, le programme Bac plus 3 a pris de l'ampleur avec le LMD. Vous aviez innové de longue date. Que vaut un bachelor aujourd'hui? On parle de cette appellation. Que valent aujourd'hui ces programmes en 3 ans après le bac? Alors ces programmes en 3 ans après le bac se sont développés. Et si on était précurseur à l'époque, depuis, ça a pris beaucoup d'importance. Écoutez, ce sont des formations qui offrent à des jeunes en terminale la possibilité d'intégrer directement des formations qui allient à la fois un enseignement théorique de qualité et en profondeur parce qu'il le faut, mais également déjà des expériences sur le terrain. Et c'est vrai qu'on voit une appétence des jeunes qui ont envie déjà de se mettre dans la réalité, de toucher à l'international, de faire un certain nombre de choses, donc qui viennent vers ce type de programme. C'est vrai que ce sont des programmes très complets. Sortant de terminale, souvent on n'a pas une grande connaissance du monde de l'entreprise, donc il faut les amener à prendre goût à l'entreprise. Donc il y a une alternance de cours, de stages en entreprise. On arrive sur un programme en 3 ans comme le programme Bachelor EGC, à plus de 37 semaines de stage en entreprise, dont 3 mois à l'étranger. Donc si vous voulez, ce sont des programmes qui ouvrent très très vite des perspectives d'intégration, si vous voulez, dans l'entreprise. Ce sont aujourd'hui aussi, le bachelor est un programme reconnu, puisque toutes les EGC délivrent un titre RNCP niveau 2, de responsable en marketing, commercialisation et gestion, qui montre la polyvalence du programme, et un certain nombre d'entre elles délivrent un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que finalement le programme Bachelor ne correspondrait plus à des candidats qui cherchent des programmes courts, quitte à se ménager une porte de sortie après? Et quelles sont ces portes de sortie? Alors c'est vrai que dans les motivations d'un jeune quand il passe le concours d'entrée, certains nous disent j'ai envie d'avoir une formation concrète, ouverte sur la réalité. D'autres disent je ne suis pas prêt à me lancer sur des formations très longues, donc 3 ans apparaît court aujourd'hui, mais beaucoup découvrent aussi le plaisir finalement des études. C'est vrai qu'on change de l'enseignement du lycée, ils ont des enseignements qui sont faits par des professionnels, il y a beaucoup de jeux de rôle, de mise en situation, etc. Et finalement découvrent aussi le plaisir d'étudier de cette façon. Et parfois ceux qui sont rentrés en nous disant moi je veux avoir une visibilité à 3 ans, finalement poursuivent et vont bien au-delà des 3 ans. Et puis d'autres, au bout des 3 ans, décident de rentrer dans la vie active avec des perspectives d'emploi qui existent réellement. Donc l'entreprise est au cœur de la formation de vos programmes. Vous avez 26 campus. J'ai Christopher qui nous demande si vous proposez le même programme pour tous les campus. Alors c'est une des particularités du réseau EGC et des écoles, c'est que nous avons un référentiel pédagogique commun. Sur un programme de 1600 heures à peu près, on a 1400 heures de fondamentaux communs. Et ensuite, chaque école a la liberté de développer des spécificités, des enseignements qui sont plus adaptés à son contexte régional ou faire des choix de spécialité, là aussi adaptés à son environnement. Il est clair qu'à Lille, à Orléans, à Nouméa ou à Fort-de-France, on a des particularités qui nous amènent à développer des enseignements un petit peu plus spécifiques. La place de l'international, c'est aussi une question assez récurrente de la part des internautes. Ils ont raison de se la poser.
parce que c'est vrai que l'international est au cœur de tous les débats, même si on travaille et si on reste travailler dans une entreprise métropolitaine, par exemple, autour de chez soi, l'international est quand même toujours au cœur des débats. Les langues sont très importantes, hein, il y a une sélection à l'entrée sur les langues, mais surtout à la sortie, la délivrance d'un diplôme avec un niveau de langue exigé. Et puis la partie stage à l'international, qui est quand même obligatoire et importante. Et certaines écoles ont développé des programmes complémentaires. Je parlais de nous, on organise par exemple en première année, tous les ans, une mission commerciale à l'étranger. Angoulême a également un programme où ils emmènent leurs étudiants faire un séjour dans une université en Irlande, etc. Et ça sont des contenus qui sont intégrés dans le coût de la scolarité. Ce ne sont pas des surcoûts pour nos étudiants, c'est montrer qu'on met bien l'international au cœur de nos programmes. Les séjours se déroulent à quelle période à peu près? En deuxième année? Alors ça dépend. Moi, par exemple, le séjour, c'est en fin de première année et le stage est entre la deuxième et la troisième année. Beaucoup d'écoles ont mis le stage entre la deuxième et la troisième année. Pour les écoles qui pratiquent l'apprentissage et l'alternance, on a gardé cette partie internationale également, ce qui est relativement rare dans les formations en apprentissage. Et là, en général, le séjour à l'étranger se fait entre la première et la deuxième année pour attaquer sur l'alternance au retour. Justement, Maxime nous demande pour les stages, comment ça se passe? La question est telle que... Alors, pour les stages, en général, c'est une démarche individuelle. C'est le premier pas vers l'apprentissage de l'intégration dans la vie de l'entreprise, des techniques de recrutement, etc. Nous, on est là pour les accompagner. D'abord, leur donner des méthodologies pour décrocher un stage. Comment je fais un CV, comment je fais une lettre de motivation. Souvent, ils n'écrivent plus, hein, ils ne savent plus ce que c'est que de faire un courrier, etc. Donc, on est là pour leur apprendre ça, les entraîner sur des entretiens d'embauche. Et puis ensuite, les écoles ont en général un bon relationnel avec leurs entreprises, donc peuvent faire des offres de stage, en tout cas les accompagnent jusqu'au bout. On n'a jamais laissé un étudiant sans stage. Et sur les stages, dès l'entrée en première année, souvent sur le premier trimestre, il y a un premier stage qui est un stage ou grande distribution, ou ouvrier, etc. Et ensuite, il y a une progression dans les contenus pédagogiques, dans ce que l'on attend d'un étudiant en stage pour se terminer en fin de troisième année par un stage longue durée, un stage à responsabilité pour lequel l'étudiant a une véritable mission à mener pour une entreprise et qui débouche sur la rédaction d'un mémoire qui va rentrer dans l'évaluation du diplôme. L'alternance est également une pratique proposée par les EGC. Oui. De quelle manière? Alors aujourd'hui, on a entre 25 et 30% des étudiants qui suivent leur cursus en apprentissage. Hein. C'est surtout de l'apprentissage, mais il y a aussi un petit peu de contrat de professionnalisation en alternance. Alors selon les écoles, certaines, nous avons 2 écoles dans le réseau, dont la jeune école de Strasbourg et Angoulême, qui ont ouvert l'apprentissage dès la première année. Sur les 3 ans, il y a la possibilité de faire le cursus en apprentissage. Mais la plupart des écoles ont 2e et 3e année en apprentissage, mais peuvent avoir gardé une section en initiale. C'est-à-dire qu'un jeune qui rentre peut faire tout son cursus en initiale, à temps plein, avec donc le temps de cours et des stages, ou alors, dès la 2e année, rentrer en apprentissage. Alors, l'apprentissage, je suppose quand même un processus de recrutement un peu particulier. Venons-en à vos modalités de mission. Quelles sont-elles? Je suppose que Strasbourg a des modalités particulières. Oui, alors Strasbourg a des modalités puisqu'ils sont en apprentissage, donc sont hors APB. Hein, sur les 26 campus, 24 campus sont sur le site APB pour le recrutement. Donc Lille a son concours propre et Strasbourg recrute directement en apprentissage. Donc pour s'inscrire dans une EGC, on va sur APB. On a été les premiers au niveau école de commerce à intégrer APB, ça va être la 3e année maintenant. Donc on choisit parmi les différentes rubriques école de commerce et on sélectionne, on a la liste des EGC qui s'affiche. Donc un jeune qui veut postuler pour 1, 2 ou 3 EGC, peut aller jusque 3 EGC, va choisir l'école qui lui convient et va s'inscrire pour chacune de ces écoles. Mais il ne passe qu'un écrit. D'accord. On a une banque d'épreuves qui est commune avec des dates de concours qui sont identiques. Donc il va passer l'écrit dans l'école qu'il choisit en numéro 1 et passera ensuite les entretiens dans les 3 écoles. Et chaque école fait son classement. Alors, un étudiant qui, par exemple, veut s'inscrire à Agen ne sera pas envoyé à Saint-Lô s'il n'est pas pris. Il sera classé sur l'école qu'il a choisie.
S'il en choisit 3, il sera classé sur les 3 écoles et pas forcément au même rang. Parce que toutes les écoles n'ont pas forcément le même coefficient. Certaines écoles ont des épreuves complémentaires, par exemple mettre une deuxième langue. Donc ça, c'est en allant sur le site de chaque école qu'on voit véritablement les modalités et dans le règlement pédagogique du concours EGC qu'on peut consulter sur le site. Sinon, de manière générale, quelles sont les épreuves? Et puis une autre question qui revient souvent, oui. Est-ce que le bac suffit pour s'y préparer? Alors, les épreuves, on a une épreuve d'anglais, une épreuve de logique mémorisation et une épreuve de synthèse sur un sujet d'actualité à partir de coupures de journaux, etc. Donc ça sont les épreuves qui sont obligatoires et communes à toutes les écoles. Puis ensuite, un entretien. Sur ces épreuves, on n'est pas tout à fait sur la même nature d'épreuves que pour le bac. Donc c'est quand même pas mal de s'entraîner un peu. Alors il ne faut pas faire du bachotage, enfin c'est même pas du bachotage, EGC-tage n'existe pas, mais les annales des années précédentes sont sur le site du bachelor EGC, donc on a la possibilité de voir à quoi ressemblent les épreuves et de s'y entraîner quand même un petit peu. Ensuite, l'entretien. Donc, contrairement à d'autres écoles, il n'y a pas admissibilité et admission. C'est-à-dire que tous les étudiants passent l'écrit et l'oral. Et l'oral, c'est un entretien de recrutement. On part souvent d'un sujet, là aussi d'actualité, tiré au sort, qui va servir un petit peu de prétexte, si vous voulez, au démarrage de la conversation. Et c'est une conversation au cours de laquelle on demandera à l'étudiant qui il est, ce qu'il a déjà fait, ses centres d'intérêt, s'il est curieux. On le testera peut-être un petit peu sur l'actualité, etc., ses projets, etc. Donc c'est plutôt un entretien, vraiment une conversation de recrutement. On n'est pas là pour mettre l'étudiant en difficulté. On veut juste savoir un peu qui il est. Même si on n'a pas la prétention, en une demi-heure, 3/4 d'heure, de déceler toute la personnalité d'un étudiant. Donc ça se passe en une seule journée. Ils sont convoqués pour une journée entière. En général, on essaie de les convoquer sur une journée, oui. Et alors, d'autres écoles ont des caractéristiques. Nous, par exemple, notre entretien est bilingue. On le fait français-anglais, et donc ils ont une note d'anglais à l'oral. Des écoles ont des épreuves de deuxième langue, par exemple. Donc, selon les écoles, il y a des épreuves complémentaires. On va revenir à la procédure APB, mais Maddy vous pose une question. Elle souhaite rentrer en admission parallèle dans le bachelor. Elle demande s'il est possible d'intégrer en deuxième ou troisième année après un BTS. Alors, l'admission parallèle dans une EGC, c'est en deuxième année. Se fait en deuxième année pour les titulaires d'un bac +2. Il n'y a pas d'admission parallèle en troisième année. Et vous confirmez à Bertie que si elle souhaite rentrer à l'EGC à Amiens, elle ne sera pas envoyée à l'autre bout de la France. Alors, elle ne pourra pas aller à Amiens parce qu'il n'y a pas d'EGC à Amiens, mais elle ne sera pas envoyée à l'autre bout de la France où, effectivement, on postule véritablement pour une école. Hein. Et donc, c'est l'école qui va faire son classement. Alors, si elle n'est pas classée, puisque dans la procédure APB, on classe les étudiants qu'on admet, certains ne seront pas classés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau requis au vu des épreuves, mais ne seront pas envoyés, on ne les bascule pas automatiquement sur une autre école. Lily vous demande, puisqu'elle a des perspectives de travailler dans les ressources humaines, elle demande s'il y a des bachelors, des spécialités et certaines EGC qui préparent à cette spécialité en particulier. Alors, le principe des EGC, c'est d'avoir un socle de polyvalence. C'est vrai que volontairement, je vous disais tout à l'heure qu'un jeune qui sort de terminale, on a beaucoup de bac S, ES, etc. Le monde de l'entreprise, ils ne le connaissent pas. Donc, le socle de connaissances, c'est véritablement tout ce qui touche à la gestion, au marketing, commerce au sens large du terme, à l'international, au management, développement personnel, qui est un pôle important. Et donc, ce socle de connaissances est véritablement commun à tous. Mais je vous disais qu'on avait une marge aussi de sécurité, de cours supplémentaires, et certaines écoles ont développé effectivement des spécialisations en RH, en web marketing, en entrepreneuriat, à l'international. Et donc là, ce sont des choix d'école, là aussi souvent conformes un petit peu à leur terrain d'emploi, j'allais dire. Alors, venons-en à l'après-bachelor, entre les
pardon, les perspectives de poursuite d'études ou les perspectives d'emploi, quel métier peut-on préparer après une EGC? Et une question de Kevin qui demande si on peut intégrer une grande école, un programme grande école à l'issue du bachelor. Il ne veut pas passer par une prépa et pense que le bachelor peut être une alternative à son choix. Alors c'est vrai que le bachelor, et c'est pour ça qu'il est séduisant aussi, parce qu'au lieu de faire 2 plus 3, pas plus 3 ans, mais on peut faire 3 plus 2, et ces 3 années sont déjà des années où on a fait beaucoup de choses, on est allé à l'étranger, on maîtrise les langues, etc. Donc c'est vrai que c'est séduisant. Un étudiant qui veut poursuivre à l'issue de la formation EGC, a la possibilité bien évidemment de réintégrer par le biais des concours tremplins, etc., passerelles et tout, de réintégrer des programmes grande école. Ils ont aussi la possibilité d'aller vers des masters spécialisés ou d'aller vers des IAE, etc. En fait, ils ont un champ de possibles qui est très très large, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. On a un certain nombre de partenariats avec des universités étrangères qui permettent également d'être dans des schémas de poursuite d'études à l'étranger. Donc j'allais dire, il y a tout le champ des possibles. Et ce qui est intéressant pour un étudiant qui a fait une EGC, qui a eu une formation polyvalente, c'est de dire, voilà, j'ai à peu près au bout de 3 ans compris ce que j'aimerais bien faire, et là d'aller choisir des spécialisations dans le domaine qui va véritablement lui plaire. Il y en a qui ont découvert la logistique, qui ne savaient même pas que ça existait avant de rentrer à l'école, mais par les hasards d'un stage, etc., et qui vont aller faire un master en supply chain management, par exemple, ou en ressources humaines, ou en contrôle de gestion. Et là, c'est véritablement bien d'aller, et là, ils vont véritablement mettre une valeur ajoutée à leur diplôme. Et puis, donc ça représente à peu près 50% des étudiants, et les 50 autres pourcents, notamment quand ils ont fait de l'alternance, ben c'est l'emploi, avec des offres d'emploi, etc. Alors, ce qui est intéressant quand même de noter, on regardait un peu nos chiffres, c'est le retour à la formation après quelques années d'expérience professionnelle. Vous savez, aujourd'hui, on parle de formation tout au long de la vie. Et c'est vrai qu'on a dans nos anciens des étudiants qui, au bout de 3, 5 ans, disent ben, tiens, pour évoluer et repasser peut-être, faire autre chose, maintenant que j'ai découvert véritablement l'entreprise, je vais pouvoir réintégrer des masters. Et ça aussi, c'est possible. Marie vous demande quel est le profil d'élève idéal. Je suppose que cette candidat, vous offrez 900 places en 2014, oui. Mais les années antérieures, quelle est la répartition des bacs? Quelles sont les filières les plus représentées? Alors, les filières les plus représentées, c'est ES, les bacs ES et S, qui représentent 65%, ES, ça doit faire 40, 45, etc., et bac ES. On a des bacs L. Parfois, on se dit, quand on a fait L, on ne peut pas faire une école de commerce. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a une telle variété de matières enseignées, etc., qu'un bac L peut tout à fait trouver sa place, des bacs STG, et puis on a également des bacs plus 1, bac plus 2 qui ont pu faire un parcours. Vous savez, souvent quand on fait un bac S, on s'enfile dans des filières scientifiques, puis on réalise qu'en fait, on n'a pas envie de faire des maths toute sa vie, et là on a des reconversions de ces gens qui reviennent vers des écoles de commerce, ou qui ont pu entamer des études de médecine, et qui n'ont pas réussi, etc., et ce sont souvent également des très bons profils, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire après. Pauline s'inquiète de savoir si le diplôme EGC est particulièrement bien reconnu auprès des entreprises. Alors, la particularité des EGC, c'est qu'elles ont une très bonne implantation régionale, souvent. Et c'est vrai qu'en termes d'emploi, enfin, on affiche des taux d'insertion qui sont assez élevés. Les entreprises les connaissent bien, il y a toute la partie stage. Et une des particularités de nos écoles, qui sont ce qu'on appelle des écoles à taille humaine, c'est-à-dire avec des effectifs, on a des moyennes de promotion qui vont entre 30, 50, 60 étudiants, c'est qu'on connaît bien les étudiants et souvent on les accompagne en entreprise. Il y a un relationnel qui est très très fort avec ces entreprises, donc il y a une bonne reconnaissance. Et puis le fait d'avoir quand même un diplôme reconnu... Mais vous savez, les entreprises, souvent, ne se posent pas la question du diplôme reconnu. La préoccupation, elle est plus pour les élèves et leurs parents, de la reconnaissance. Et puis parfois, on en a besoin pour des poursuites d'études ou pour passer certains concours. Donc là, c'est important. Mais au niveau des entreprises, si elles ont des jeunes qui sont très opérationnels, qui sont dynamiques, qui sont motivés et tout, elles ne vont pas se poser la question de la reconnaissance ou pas du diplôme. Justement, quelle valeur accorde-t-elle au bac plus 3? Quelles compétences, quelles fonctions leur accorde-t-elle? Dans beaucoup d'entreprises, on a quand même besoin d'encadrement intermédiaire. Il n'y a pas que des cadres supérieurs et des directeurs financiers, etc. Et ces gens-là correspondent typiquement au profil du middle management, avec des perspectives d'évolution quand ils sont bons, au bout de 5 ans, vers des postes d'encadrement supérieur. Non, il y a véritablement une forte demande.
Il y a une étude de l'APEC qui est sortie au mois d'octobre. Justement, on disait que dans la période de crise, les Bac+3 ont été les profils les moins touchés par la crise en termes de recrutement. À bon entendeur. Venons-en à la procédure APB. Fred vous demande si c'est l'unique voie d'accès aux EGC, de passer par cette procédure. Comment ça se passe? Quelles sont les échéances importantes à savoir? Alors, aujourd'hui, pour intégrer une EGC, on est obligé de passer par APB. Alors, c'est une force parce que ça donne une visibilité. Pendant des années, APB était réservé exclusivement à l'éducation nationale. Là, ça donne une meilleure visibilité et à l'étudiant qui va s'inscrire parce qu'il a l'offre globale et aux écoles. Donc, il va sur le site. De toute façon, il ne va pas choisir juste une EGC. Il va peut-être postuler pour une classe prépa, peut-être un BTS, peut-être une première année de licence, etc. Puisqu'ils ont le choix, jusqu'à 36 choix, je crois, quand ils s'inscrivent sur APB. Donc, dans la rubrique école de commerce, s'il veut prendre une EGC, il va sélectionner école de commerce, il va sélectionner là ou les zones géographiques sur lesquelles il veut aller et il va remplir son dossier, information, il y a une lettre de motivation et tout. Et ensuite, il recevra une convocation pour venir passer les épreuves du concours. Il y a 2 sessions de concours, une le 5 avril et une le 26 avril. On a volontairement mis 2 dates pour des raisons, si un jour vous pouvez pas vous savez que vous avez une 2e session. Donc il va également choisir sa date de concours. Donc il va recevoir une convocation de l'école pour laquelle il a postulé et donc viendra passer les épreuves. Il a jusqu'au... Alors il y a eu le calendrier a été un petit peu modifié, c'est-à-dire qu'on a rajouté une semaine, enfin au niveau APB, ils ont rajouté une semaine pour laisser aux jeunes la possibilité, enfin leur laisser un petit peu plus de temps, je crois, de revoir leur choix, puisqu'ils ont jusqu'à début juin pour pouvoir modifier l'ordre. Parce que quand vous vous inscrivez, il va falloir après dire choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et souvent, c'est le plus difficile. Déjà, la priorité, c'est qu'ils mettent le maximum de choses pour le 20 mars. Parce qu'après, ils ne peuvent plus rajouter. Après, en revanche, ils ont toute l'attitude pour modifier l'ordre de leur choix. Donc, il vaut mieux qu'ils en mettent plus que pas assez. Puisqu'après, ils ne peuvent plus rajouter de... Combien de GC peut-on retenir sur APB? 3. Quand on s'inscrit, on peut en sélectionner 3. Donc, mieux vaut en choisir 3 qu'une précisément, au risque de n'être pas retenue au concours? Oui, si vous voulez. Il faut que ce soit aussi cohérent par rapport à ses choix géographiques, etc. Mais oui, bien sûr, on peut en choisir 3. Donc, jusqu'au 20 mars, choisir 3 EGC qu'on pourra modifier ensuite. Voilà. En termes de positionnement. De positionnement, parce que l'ordre est important, puisqu'après, en fonction des choix, si vous voulez, votre choix numéro 1, si vous êtes pris, il faut le suivre. Donc, il ne faut pas avoir des regrets quand vous allez avoir les résultats, de dire mince, finalement, ce n'est pas ce que je voulais. Donc, il faut vraiment bien réfléchir, mais là, ils ont jusqu'au début juin pour modifier l'ordre de leurs vœux. Et nous, les résultats seront publiés, comme pour toutes les formations, le 20 juin. Donc là, le 20 juin, il pourra consulter l'ordre de classement, s'il est retenu, etc. Donc en général, les écoles publient, chaque école a annoncé sur le site le nombre de places offertes. C'est pour ça que vous parliez de 900 globalement. Alors certaines écoles en proposent 20, d'autres 30, enfin selon la taille. Donc on classe et on a droit à 10%, classer 10% d'étudiants en plus, puisqu'il peut y avoir des désistements au dernier moment. Donc le 23 juin, ils découvrent leurs résultats. Ils doivent se plier à cette procédure oui, mais, non, mais. Quelle est la meilleure stratégie adoptée pour les aider à réfléchir à ce moment-là et à bien J'allais dire, il faut surtout qu'ils réfléchissent avant. Il faut surtout qu'ils réfléchissent avant, parce que là, c'est quand même bien de pouvoir donner une réponse oui. C'est vrai que parfois, ils sont un petit peu précipités et ils ont pu candidater pour des écoles qui sont hors APB, qui vont leur demander des réponses extrêmement rapides, avec des chèques, etc. Donc il faut que tout le travail de réflexion, ils le fassent avant ce moment-là, et que le jour où les résultats sont publiés, ils soient pratiquement à même de de donner leur réponse. C'est un peu tard de réfléchir après le 20. Toutefois, Lily demande si on peut changer, une fois qu'on a rempli sa procédure, est-ce qu'on peut changer encore jusqu'au 20 mars? Jusqu'au 20 mars.
Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que le 20 mars, ils doivent valider leurs vœux. Ils peuvent commencer d'aller aujourd'hui, de remplir. Et à un moment, on va leur dire validez vos vœux et là, ça devient ferme. Et cette validation, ils ont jusqu'au même 2 avril pour valider définitivement leur choix. Donc là, ils ont encore le temps d'en rajouter, d'en enlever, etc. Moi, j'ai quand même le conseil que je donne à un jeune quand il vient me poser la question, j'ai dit essayez de mettre des choix dans toutes les orientations possibles. Et puis après, une fois que vous avez les réponses, c'est plus simple. Si on n'a pas fait ces choix en amont, après on est un peu coincé. Donc il vaut mieux avoir plus de possibilités de réponses que pas assez. Donc il y a 3 phases, le 23 juin et les suivantes, mais il y a également la procédure complémentaire qui est fixée au 5 juillet cette année. Comment ça se passe? Certains GC choisissent d'entrer dans cette procédure. Voilà, alors la procédure complémentaire, elle est faite s'il reste des places par rapport au nombre de places offertes, donc dans les établissements, c'est valable pour les EGC, c'est valable pour toutes les formations, c'est valable pour les BTS, etc. C'est s'il reste des places. Et c'est surtout la possibilité pour certains terminales qui auraient oublié la date du 20 mars, parce qu'il y en a qui oublient la date du 20 mars pour pouvoir se repositionner quand même et postuler pour des écoles ou d'autres formations qui auront encore des places libres. Maintenant, il n'y a que les écoles à qui il reste des places libres qui seront ouvertes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix qu'ils ont pour le 20 mars. Mais tous les ans, on a des jeunes qui avaient oublié qu'il fallait s'inscrire, valider ses vœux, etc. Donc il y a un vrai travail à faire en amont pour bien leur dire, pensez à vous inscrire, quel que soit leur choix, quelles que soient les études qu'ils veulent faire. Pas forcément pour faire des études de commerce et de gestion, c'est valable pour tout. Justement, certains n'ont pas passé le cap des filières sélectives et se retrouvent au mois de juillet, forcément pas toujours avec sans établissement. Est-ce que c'est une alternative pour eux? Ce n'est pas un second choix, mais une alternative. Est-ce qu'il y a un nouveau concours à passer en juillet? Comment ça se passe? Alors, il y a un nouveau concours à passer en juillet, effectivement. Il y a une troisième, je n'ai pas en tête précisément, parce que je sais qu'on est obligé de modifier la date avec le décalage, donc je ne sais plus si c'est vers le 10 juillet. Enfin, il y a un concours pour les écoles qui ouvrent cette procédure. En revanche, ce qu'il faut préciser, c'est que si l'élève a passé le concours, imaginons qu'il passe le concours, peu importe l'école, il n'est pas pris, il n'a pas la possibilité de revenir en procédure complémentaire dans la même école pour repasser le concours. Il ne peut pas passer 2 fois le concours dans la même école. Il peut le passer dans une autre GC, donc je parle là des EGC, il peut le passer dans une autre GC, mais pas dans la même s'il n'a pas été pris. Donc si Maude, qui demande si elle n'est pas retenue, elle n'est pas prise à Agen, peut éventuellement aller en procédure complémentaire, tenter en procédure complémentaire d'entrer à l'EGC, une autre GC du réseau, qui ouvre encore des places. Qui ouvre encore des places. Et tout à fait. Comment vous le publiez? C'est disponible sur votre site? On le sait, alors sur APB? C'est disponible sur le site de chaque école. Il y a un dossier qui est fait sur toute la procédure de recrutement. Il faut aller télécharger les documents sur le site Bachelor EGC. Il y a toutes les informations et il y a la carte de toutes les écoles. Et en cliquant sur la ville qui nous intéresse, ça bascule directement sur le site de l'école. Donc, on peut aller chercher toutes les informations. Il y a un dossier qui est très très bien fait sur la procédure APB. Dès qu'on va sur le site Bachelor EGC aujourd'hui, vous avez APB qui est en gros avec tous les documents nécessaires pour avoir toutes les informations en détail, toutes les dates, etc. Mais pour l'instant, c'est l'heure des choix, justement. Valentin vous dit bonsoir, je transmets. Et il hésite entre plusieurs écoles de commerce et finalement, pourquoi devrait-il choisir une EGC? Alors ça, c'est une question qui est très difficile, j'ai envie de lui dire, parce que, venez voir le choix, parce qu'on le vaut bien. Non, bonsoir Valentin, c'est difficile de vous répondre. Quand on me pose cette question, j'ai tendance à dire, prenez un papier, essayez de mettre dans des colonnes en disant quels sont les critères de choix qui m'importent, parce que chacun fait un choix en fonction de ce qu'il veut faire. Alors, il y a des critères géographiques, il y a des critères financiers, il y a des critères de contenu pédagogique, il y a des critères de séjour à l'étranger, pas séjour à l'étranger. Enfin, en général, aujourd'hui, les écoles ont quand même tout un programme à l'étranger assez développé.
Il y a ce qu'en pensent ceux qui en sont sortis. Donc il y a une multitude de critères qui vont amener à faire un choix. Moi, je ne peux pas vous dire, venez chez nous, on est les meilleurs, ça serait vraiment crétin et je ne le ferai jamais. Maintenant, je pense qu'on ait une très bonne formation, que le programme EGC a fait ses preuves depuis tant d'années d'existence. Donc il y a des formations solides, il y a beaucoup d'encadrement personnel. On accompagne vraiment l'étudiant en développement personnel parce qu'on a fait le choix d'effectifs réduits. On parle d'effectifs à taille humaine et le programme de développement personnel est vraiment très très important. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour forger une personnalité, on est là pour accompagner l'étudiant dans son projet professionnel. Quand il rentre en général et au concours d'entrée, quand on leur dit quel est votre projet, pour être tout à fait honnête, il y en a beaucoup qui disent « j'ai envie d'avoir un métier qui bouge, je suis attiré par les langues, mon cousin était là, etc. » Ce ne sont pas toujours des critères en disant « je veux faire ce métier très précis » et donc on est bien là pour l'aider, l'accompagner, etc. Nous, je sais qu'on a des entretiens réguliers, à peu près 2 à 3 entretiens individuels par an. On leur dit « venez avec un CV, venez avec une lettre de motivation » puis entre première et deuxième année, on envoie déjà l'évolution, 2 et 3. Si vous voulez, on est vraiment là comme des accompagnateurs. Et puis, ils ont des équipes d'intervenants qui sont souvent des professionnels, qui sont là aussi pour les guider. Donc il y a ce vrai travail d'accompagnement que beaucoup recherchent. Ils ne sont pas du tout perdus quand ils viennent. Myriam vous demande si on peut passer d'un campus à l'autre au cours de la scolarité. Alors il y a des procédures de mutation, tout à fait, qui sont, alors bien évidemment, il faut avoir validé son année dans l'école d'origine et faire une demande dans une école du réseau. Et en général, les directeurs donnent leur accord. Enfin, il faut qu'il y ait des problèmes majeurs pour qu'il n'y ait pas de possibilité. Alors, il ne faut pas trop faire non plus là, parce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe, des choses comme ça. Donc, être intégré dans une équipe, c'est important, mais il y a tout à fait ces possibilités de mutation. La vie associative est-elle omniprésente dans vos écoles? Que proposez-vous en dehors du cadre scolaire? Alors en général, dans toutes les écoles, on a un bureau des élèves qui s'occupe souvent d'activités sportives, etc. Et puis selon les écoles, en fait, il y a des projets qui sont très très différents. Certaines écoles proposent des troupes de théâtre. Je sais qu'à Vesoul, il y a une troupe de théâtre qui tous les ans se produit, des actions caritatives, des actions un peu humanitaires. Enfin, on essaie d'avoir une vie associative un peu développée. Et puis, on travaille beaucoup sur des projets. En général, on a tous un module de conduite de projet. Je ne sais pas, à titre d'exemple, on organise un job dating. Nous, l'année dernière, on avait organisé la journée de la réussite, pas ouvert uniquement aux étudiants de l'école, mais ouvert à tous les étudiants de Martinique. Et puis, on travaille également, on a des partenariats. Tout à l'heure, je n'ai pas trop parlé quand on parlait des relations avec les entreprises. On organise chaque année un challenge avec la Fédération du commerce associé, qui est un challenge web marketing ou pour des enseignes. Cette année, je crois que c'est Intersport et Atoll. Les étudiants créent leur site internet, choses comme ça. Il y a une sélection, il y a un jury national. Enfin voilà, on essaie d'avoir un certain nombre de choses. On a aussi, pour faire vivre le réseau, un challenge de négociation commerciale qui s'appelle les EGCIAL, où les étudiants de toutes les écoles, le meilleur vient et il se rencontre dans une petite joute de négociation qui est assez intéressante. Jean vous pose la question des anciens. C'est vrai que c'est une particularité des écoles de commerce. Est-ce que votre réseau fonctionne bien? Y a-t-il un corporatisme EGC? J'allais dire, c'est pas toujours évident. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas de gestion des anciens au niveau national. Chaque école suit ses anciens. D'abord, on fait des enquêtes de suivi de placement tous les ans. On n'a pas créé aujourd'hui un réseau ancien EGC national. Mais ça fait partie de nos projets. Parce que vraiment, il y a tellement beaux profils que ça vaut vraiment le coup. Et il y a plein de gens qui se rendent compte sans savoir qu'ils sont originaires d'une EGC. Tanguy vous demande quels sont les secteurs professionnels qui sont plus enclins à prendre vos élèves en apprentissage. En apprentissage, là aussi, j'allais dire tous les secteurs. Quand on regarde le camembert des placements des secteurs d'activité, on a aussi bien les services que l'industrie, que la grande distribution. On a un petit peu tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Ce live touche à sa fin. Marie-Claude Paresturo, merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur un prochain live Studirama TV. Mm-hmm.